Alors, le titre c'est Ruines du futur, les sites de la Dew Line et leur environnement. Alors, depuis 2018, je développe une thèse en recherche-création autour d'artefacts obsolètes, d'observation et de surveillance de la guerre froide. Je présenterai ici 2 productions, présentées dans l'exposition L'œil et la glace, qui a eu lieu d'avril à août 2021 au Centre national de l'audiovisuel de Dudelange au Luxembourg, dont vous pouvez voir un extrait ici. Il s'agit d'une publication et d'une installation vidéo ayant pour sujet les ruines de la Dew Line et son environnement. Les 2 éléments présentent 2 temporalités qui s'écoulent en parallèle, celle des ruines des architectures rétro-futuristes des stations d'écoute et celle du paysage de l'Arctique qui est souvent oublié des représentations et que les vestiges des sites ont modifié de façon permanente. La Dew Line, une architecture utilitaire d'avant-poste rétro-futuriste. La Dew Line était une série de 63 installations radars installées le long du 69e parallèle, formant un réseau le long de la frontière septentrionale de l'Arctique, de la pointe de l'ouest de l'Alaska, soit les îles Aléoutiennes, jusqu'à l'Islande, en passant par le Canada et le Groenland, à environ 300 km au nord du cercle polaire arctique. La ligne d'alerte précoce de 5000 km, ou Distant Early Warning Line, abrégée en Dew Line, était une barrière magnétique radar conçue pour détecter la présence de bombardiers et de missiles soviétiques en cas d'invasion par le pôle, un scénario considéré comme des plus probables, le point faible des États-Unis étant un raid aérien transpolaire. La construction de la ligne, planifiée par l'armée états-unienne et des ingénieurs du MIT, débute en décembre 1954 et dure 2 ans et 8 mois jusqu'en 1957, où le réseau Dew est devenu fonctionnel. L'opération conjointe entre les États-Unis et le Canada représente l'un des plus grands projets d'ingénierie jamais entrepris, avec 460 000 tonnes de matériel acheminé par voie terrestre, aérienne et maritime, vers l'une des régions les plus isolées. 42 des stations, soit l'essentiel du réseau, se trouvaient en territoire canadien. Les sites de radar de la Dew Line avaient la particularité d'accueillir des radiciens, c'est la contraction des mots radar et technicien, en charge de l'écoute et de la détection radar. C'étaient donc des stations habitées. Certaines stations intermédiaires étaient habitées par 3 radiciens, tandis que les stations principales pouvaient héberger jusqu'à 30 personnes. Les bases de la Dew Line ont une architecture d'environnement hors sol et isolée, surélevée du permafrost, dont les structures préfabriquées étaient similaires d'une station à une autre. Celles-ci ont été transportées par les airs et assemblées sur place. Tels des vaisseaux de la conquête de l'Arctique, ces architectures militaires d'avant-poste évoquent par leur isolement et leur surélévation à la fois les bunkers du mur de l'Atlantique, les stations spatiales et les biosphères aux dispositifs technoscientifiques qui élaboreraient un micro-monde coupé de leur environnement extérieur. Les dômes utilisés pour protéger le radar des conditions météorologiques extrêmes ont été conçus par le célèbre architecte Buckminster Fuller, qui avait élaboré, grâce à ces éléments aux constructions légères, un langage symbolique de la sécurité et de la frontière. La conception géodésique découle de l'intérêt de Fuller pour des abris efficaces, incarnés par son terme d'imaction, une combinaison de dynamique et de maximum et tension, qui cherche à produire un gain maximum d'avantages à partir d'une production d'énergie minimale. L'utilisation par les concepteurs de la Dew Line d'une technologie avancée, comme celle du radar et du dôme géodésique, qui rassemble technologie et infrastructure, promet de répondre aux nouvelles angoisses liées à l'absence de frontières dans la zone arctique, alimentée par un imaginaire géographique transformé, et de créer des frontières symboliques autour d'un terrain difficile d'accès. L'insularité des stations, rendue obligatoire par le climat extrême, peut être interprétée comme une expérience de construction communautaire ou une vision moderniste de l'habitat utopique, également testée et prototypée de manière intensive à cette époque et dans les décennies qui ont suivi. Outre ses fonctions militaires, l'intérêt architectural de la Dew Line est ancré dans un style moderniste, futuriste et utopiste d'environnement isolé. Un des phénomènes qui illustre ce caractère d'un module architectural détaché de son environnement extérieur est la base de simulation et d'entraînement des radiciens de la Dew Line située à Streator dans l'État de l'Illinois aux États-Unis. Installée au milieu de champs de blé, elle permettait de manipuler les installations radars sans avoir à subir les températures polaires. Reproduction exacte des bases arctiques. Une fois entraînés, les techniciens y étaient envoyés sur les sites réels.
Donc là, je vais vous montrer un extrait de film de promotion de la July. The Arctic. Desolate, savage, remote. A wilderness of unending barren vistas. Through most of the year, locked in bitter cold and almost endless darkness. In the short summers, a swamp-like morass. Not too bad for caribou or polar bears, but no place for human beings. Yet this roof of the world holds a stark menace to our country, to our very existence. The menace lies in the basic new fact of our time that no two nations on Earth are any longer cut off from each other by geography. We all live at the edge of the same ocean, the air ocean which envelops the globe. And in the air age, geography has new meanings for the safety of the American and Canadian people. What was once the impassable Arctic now provides the quickest routes for attack from a wide sector of Europe and Asia. Beset by the nightmare of this threat, the American government acted. With the advice of some of the country's best scientists, brought together at MIT's famed Lincoln Laboratories, experimental installations like this one were built and tested in northern Alaska by the Western Electric Company. Guided by the successful tests, the nation's leaders decided on a tremendous undertaking. This was to build, with the cooperation of Canada, a radar early warning line north of the Arctic Circle. Starting at the northernmost tip of Alaska, it would stretch 3,000 miles across the continent to Baffin Island, opposite Greenland. Distant Early Warning Line, they named it. Dew Line, it became. At the proposal to create such a line in that distant wilderness, old Arctic hands shook their heads in doubt. But the Dew Line had to be built there. Men had to conquer that unknown frozen wasteland and transform it into a vital... Donc, deuxièmement, un contexte habité invisibilisé. L'Arctique, désolé, sauvage, éloigné, une contrée sauvage d'une étendue stérile sans fin. Pendant la majeure partie de l'année, il fait un froid glacial et une obscurité presque infinie. Pendant les courts étés, c'est une sorte de marécage. Pas trop mal pour les caribous et les ours polaires, mais pas de place pour les êtres humains. Pourtant, ce toit du monde représente une grave menace pour notre pays, pour notre existence même. La menace réside dans le fait nouveau et fondamental de notre époque, qu'il est et qu'il n'y a plus deux nations sur Terre qui soient coupées l'une de l'autre par la géographie. Nous vivons tous au bord du même océan, l'océan aérien qui enveloppe le globe. C'est ainsi que commence la vidéo promotionnelle qu'on vient de voir, des projets de défense de Western Electric pour l'armée de l'air américaine, avec des images d'un paysage lunaire arctique et lointain s'étendant à l'infini, inhabité et désertique. Or, la plupart des sites de la Dew Line sont installés sur des territoires sur lesquels vivent des populations autochtones, parfois nomades, dont les Gwich'in, les Inuits et les Inuvialuit. Ainsi, outre les 8 nations qui fondent le Conseil de l'Arctique, il compte parmi ses représentants 6 populations autochtones considérées comme des participants permanents. L'Association internationale des Aléoutes, le Conseil arctique des Athabascans, le Conseil international des Gwich'in, le Conseil circumpolaire inuit, l'Association russe des peuples autochtones du Nord et le Conseil des Samis. De nombreux autochtones ont pris part d'ailleurs aux équipes de 25 000 personnes qui ont travaillé pour la construction ou le fonctionnement de la ligne Dew. Pour rendre compte de cet environnement traversé et connecté et non d'un espace désertique et inhabitable où se seraient posées les stations radars telles des soucoupes volantes, j'ai tourné les films de l'installation L'Œil et la Glace près du village de Fort McPherson sur la rivière Peel, proche du détal du fleuve Mackenzie dans les territoires du Nord-Ouest. Proche du hameau de Tuktoyaktuk qui compte 950 habitants et abrite un des anciens sites de la Dew Line et un nouveau site automatisé de la ligne radar du système d'alerte du Nord.
Le village de Fort McPherson, habité par 650 personnes, se situe entre deux fleuves et leur traversée, essentielle aux connexions, communications et transports, se transforme 2 fois par an lors du gel et du dégel de la rivière. C'est un point du territoire où se croisent de nombreuses trajectoires. Mon film non documentaire et non narratif est un montage expérimental au travers duquel la matérialité analogique du film fait écho à la fonte des glaces filmées par des plans larges, des paysages et des prises de vue rapprochées. Les 2 films laissent apparaître de manière alternée et aléatoire des entrées de lumière provoquées par l'altération de la pellicule qui semble ainsi se désagréger à l'instar de la glace filmée. Cette dégradation de la matière fait aussi écho à la pollution des sites de la Dewline qui n'ont pas été démantelés et dont les ruines continuent à contaminer les sols, dont nous parlerons dans la dernière partie. Là, je vais vous montrer un extrait du film dont je vous parle. Donc, obsolescence des sites de la Dewline. Dès le début des années 1960, soit 3 ans après la fin de sa construction, le réseau Dew, créé pour une ère de bombardiers habités, devient obsolète avec la mise au point des satellites et des missiles de croisière lancés depuis des sous-marins et les missiles balistiques intercontinentaux. En 1963, la moitié des sites canadiens ont été fermés. La plupart des sites encore actifs poursuivent leur activité de surveillance jusqu'en 1989, année où le réseau Dew est officiellement déclassé et remplacé par le réseau de radar du système d'alerte du Nord, majoritairement automatisé.
Un projet de nettoyage de plusieurs décennies commence sur certains sites, mais sur les nombreuses stations construites entre 1954 et 1957, la très grande majorité a été abandonnée sans avoir été démantelée. Ainsi, Greg Johnson, un ingénieur qui sera plus tard directeur d'une entreprise d'assainissement environnemental inuit, décrit les scènes de débâcle de la fermeture des bases canadiennes dans un article du Centre canadien d'architecture. Il se rappelle avoir visité à la fin des années 1980 la base de l'île Résolution, fermée en 1973. C'était irréel. Il y avait encore des plateaux avec des assiettes et de la nourriture dedans dans la cafétéria, des draps sur les lits et des objets personnels partout, dit-il. C'est comme s'ils n'avaient eu que 5 minutes pour monter dans l'avion et partir. Et ils ne laissèrent pas que leurs effets personnels. Formant un grand arc de cercle à travers l'Arctique canadien, des convois d'équipements de construction avaient été abandonnés sur la glace de mer pour être engloutis par l'océan au moment du dégel de printemps. Bâtiments, installations radars, génératrices et fûts de carburant rouillés avaient été abandonnés par milliers et abreuvaient le sol d'hydrocarbures, de plomb, de mercure, d'amiante, d'antigel ainsi que de biphényl polychloré, dit BPC. L'impact physique du projet de la Dew Line sur son environnement est irréversible. Les stations abandonnées, gelées dans l'article, ont été partiellement démantelées par les communautés locales, modifiant de façon permanente leur construction vernaculaire en les fragilisant. Les déchets laissés sur place ont été placés dans des décharges de fortune qui ont depuis été abandonnées. Les structures ont révélé de l'amiante et les transformateurs ont déchargé leur BPCP, un produit chimique depuis interdit en raison de ses effets néfastes sur la santé. Ces produits se retrouvent dans les systèmes d'alimentation en eau des communautés proches des sites déjà contaminés par une fonte généralisée du pergélisol due au changement climatique rapide et récent. En consultant les archives du Centre canadien d'architecture et du Congrès des États-Unis, j'ai réuni dans la publication Dew Line Site des reproductions d'images de nombreux photographes anonymes, probablement militaires, qui ont été réalisés pour faire état de ces stations lorsqu'elles n'étaient plus habitées. Les images révèlent les sites militaires entre deux états, à la fois opérationnels et sur d'autres clichés totalement dégradés. On reconnaît encore des éléments de présence humaine comme des bols, tasses, chaises et tables, mais les portes et planchers sont défoncés. Faisant écho avec la déliquescence du film, la publication met en contraste deux temps. Les lieux au moment de leur mise en opération, où se révèle leur technologie futuriste, et quelques années plus tard, leurs vestiges qui divulguent la nature particulièrement précaire de leurs architectures vernaculaires. Les points de vue en hauteur présentent les sites comme des avant-postes conquérants, dans des paysages qui semblent vides, comme promus dans la vidéo de General Electric. Mais de près, leur précarité se révèle dans certains éléments de leur structure, qui laissent à penser que leur obsolescence était peut-être programmée. Ils représentent, comme les autres sites de ma thèse, des lieux où des dispositifs obsolètes, qui ne signifient plus que leur fonction passée et qui, même s'ils évoquent l'idée du progrès et d'une certaine apogée technologique, sont frappés d'obsolescence et de désuétude. La monumentalité fantomatique et l'isolement total de ces sites sans usage ni usagers les placent dans un futur figé dans le passé.